7h20 sur Europe 1. Très bon lundi avec Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour Olivier. Alors vous nous parlez tennis ce matin, mais non pas comme commentateur sportif, ça n'est pas tout à fait votre rayon, mais comme économiste. Oui Dimitri, parce que le tennis nous dit quelque chose d'essentiel sur le monde dans lequel nous vivons. L'an dernier, à cette même période, sur ce même cours central, je vous parlais du bas de la pyramide, le seuil à partir duquel un joueur peut espérer vivre de son sport. Et la réponse était brutale, il faut être dans les top 200 mondiales pour s'en sortir à peu près dignement, et encore sans filet de sécurité en dessous, c'est la galère. Alors cette année, vous regardez l'autre bout de la lorgnette, du côté des tout meilleurs. Exactement, le sommet, et là les chiffres donnent le tournis. Jannik Sinner a gagné l'année dernière 19 millions de dollars en prize money, 50 millions en tout si on met la publicité. Carlos Alcaraz, on est dans les mêmes eaux. Les 10 premiers joueurs du monde captent une part importante de la manne totale distribuée sur le circuit. Pendant ce temps-là, le 200e mondial peine à couvrir ses frais de déplacement. Et c'est quand même saisissant comme écart. Oui, c'est surtout structurel. Ce phénomène a un nom, ça s'appelle l'économie des superstars. C'est un économiste américain, Sherwin Rosen, qui l'a théorisé dans les années 81 en l'occurrence. Il a cherché à répondre à la question: pourquoi un nombre réduit de personnes domine-t-il un champ économique en gagnant énormément d'argent? Et son idée est d'une simplicité redoutable. Dans certains secteurs, une différence de talent minime au sommet se traduit par des écarts de revenus considérables. Pourquoi? Parce que le meilleur peut servir un marché mondial sans coût supplémentaire. Sinner joue devant des millions de téléspectateurs simultanément. Sa supériorité marginale sur le 50e ne lui rapporte pas un peu plus, elle lui rapporte infiniment plus. Mais justement, les joueurs du top 10 mondial, Olivier, accusent les tournois du Grand Chelem de ne pas les payer assez. Oui, ils protestent. On assiste à une sorte de négociation sur le partage de la valeur en direct. Sans me prononcer pour les uns ou les autres, je note que la revendication des joueurs est significative d'une concentration de la valeur produite par quelques têtes d'affiche. Ces derniers s'estimant en droit de capter une part plus grande des flux financiers générés, puisque ce sont les créateurs indispensables du spectacle, ceux qu'on vient voir. Ils n'ont pas tout à fait tort. Et ce mécanisme ne se limite pas au sport. Non, on peut penser à la musique. Pour la musique classique, seuls 200 pianistes dans le monde vivent réellement de la scène solo sans recourir à l'enseignement pour boucler la fin de mois. Mais ça va plus loin. Ce mécanisme, autrefois cantonné au spectacle et à quelques professions rares, s'est généralisé à toute l'économie. Le meilleur logiciel, la meilleure plateforme, le meilleur créateur de contenu peuvent désormais conquérir la planète entière depuis un ordinateur portable. L'avantage comparatif se mondialise et avec lui la concentration des gains. Alors quelles leçons en tirer ? Regardons la réalité en face. Quand on nous parle des inégalités comme si elles étaient le fruit d'un complot ou d'une injustice organisée, je voudrais qu'on regarde d'abord ce mécanisme-là. Les écarts qui se creusent ne sont pas toujours le signe d'un système cassé, ils sont souvent le signe d'un système qui tourne à plein régime dans un monde sans frontières. Les marchés sont mondiaux, donc les fortunes aussi. Le tennis a le mérite de le montrer à nu dans toute sa logique implacable. Le gagnant prend tout, ou presque. Les gagnants de l'économie des superstars ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Olivier Babot, signature Europe 1. Bonne journée.